3 dièses à la clé, en compagnie de Maurice Détière. Avec Christophe Bruls à la technique, bonjour et bienvenue dans 3 dièses à la clé. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre notre conversation en mots et en musique avec David Daoud. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci à vous. Nous avions parlé dans une émission précédente du clair-obscur. Alors, sans clair-obscur, il n'y a pas de peinture. L'ombre révèle la lumière et c'est la lumière qui dessine. C'est la lumière qui dessine. Sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Tout est lié à une certaine nature. C'est comme ça qu'on arrive à... En fait, toutes les choses de la vie, il y a le clair-obscur. Donc ça nous entoure, le clair-obscur. Vous voyez, quand on est dehors, le soleil se lève et puis tous les objets, tout ce qui nous entoure, les immeubles se dessinent en fait. Et l'histoire de la peinture, c'est des morceaux de la nature. Oui. Avec une inventivité dans la composition, mais c'est ce qui va faire en sorte que il faut quand même il faut comprendre comment elle est faite la nature pour pouvoir la restituer et pour la transmettre avec nos émotions. En fait, toute l'histoire de la peinture, comme tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, elle est liée au clair-obscur. Et c'est ce qui va faire en sorte que beaucoup de peintres puissent raconter leur histoire, leurs sensations par rapport à la nature. Ce qui la nature leur évoque, ce qu'ils ressentent de la beauté, etc. Donc, dans l'ombre, on arrive à simplifier et on arrive à raconter des histoires par la lumière, soit sur des narrations avec des personnages, soit un paysage. Même dans un paysage, il y a du clair-obscur. Oui. Il n'y a pas de peinture... sans clair-obscur. C'est fondamental. C'est ce qui va faire la technique de la peinture. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le clair-obscur et le ténébrisme ? Le ténébrisme... Alors, évidemment, on a des peintres qui se sont penchés là-dessus, comme évidemment Caravaggio, Léonard de Vinci. Oui. Donc, en fait, à l'époque, on peignait avec très très peu de couleurs, mais on arrive à faire des choses saisissantes. En fait, dès qu'on a compris le mécanisme du clair-obscur, ce rapport d'ombre et la lumière, on arrivait à faire des choses saisissantes. Comme la Joconde, oui. Etc. Donc la lumière sur le visage de la Joconde ressort parce que le fond il est un peu plus sombre et tous les dégradés du visage, du nez, etc. est fait. C'est ça le clair-obscur, c'est tous ces dégradés, toutes ces nuances. C'est ce qui va faire la beauté et l'harmonie qui donne envie de poursuivre le but des œuvres, d'une composition, c'est que le spectateur s'arrête devant une œuvre. Il faut lui faciliter la tâche. C'est le premier pas donc on passe par le clair-obscur. Donc le ténébrisme, comme un exemple, comme Géricault. Oui, donc on a usé pour le radeau de la Méduse, ce fameux tableau de, je ne sais pas, peut-être 6 mètres ou 7 mètres de large. Oui. Donc on est dans une géométrie qui est le radeau, en pleine mer. Chaque détail du tableau est incroyable. Le dégradé du ciel, les ombres des nuages tourmentés, des vagues. Donc on arrivait à faire des choses, du volume et du relief grâce au clair-obscur. Et puis les personnages qui sont les uns sur les autres, etc. Oui. Et c'est vraiment du caravagisme à l'état pur, celui-ci. Un très beau tableau. Et donc, très peu de couleurs, toujours avec le noir. Et cette dégradation de couleurs vers le clair, vers cette lumière un peu jaune. Et donc, il y avait le radeau de la Méduse, il y a beaucoup d'œuvres de Géricault où le clair-obscur est vraiment présent. C'est ce qui va donner cette force, ce contraste. Il en a tiré profit, Géricault, parce qu'en fait, il a complètement encore assombrer plus que Géricault les fonds pour pouvoir ressortir la lumière, comme que c'était une certaine violence en fait, une colère. C'est que
la couleur je reviens toujours comme exemple le Caravage parce que le Caravage, c'est ce qui, moi, me touche. Mhm. Il a réussi à simplifier les fonds, en fait. Oui. Et donc, il a donné naissance à plein d'enfants, donc, d'enfants peintres comme Géricault, comme beaucoup de cette école de la Croix, Géricault, Goya. C'est de la même période. Hein. Toujours les clairs-obscurs et ce côté sombre, noir, ténébreux, et faire jaillir la lumière avec une puissance hors du commun. Alors, on parlait de Goya, mais au XVIIIe siècle, il y avait aussi des gens comme Watteau ou Fragonard qui ont utilisé aussi le clair-obscur. Tout à fait. Le clair-obscur est toujours présent, mais il y avait moins de colère dans ces thèmes. Oui. Ce qui est génial, c'est que le clair-obscur, on peut raconter beaucoup de choses, on peut sentir une force, on a envie de faire... On a envie de raconter de la force. Watteau et Fragonard, c'est ça. Le clair-obscur, il est dit différemment d'une certaine poésie, quelque chose de plus pastoral, plus galant, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Il n'y a pas la violence de ce qu'on peut retrouver dans certaines scènes comme Géricault et Delacroix. Delacroix, il en a usé des deux. Donc, il y a des scènes mythologiques, des paysages, des fleurs, etc. Il y avait toujours le clair-obscur. Chez Géricault, il y a l'humain, l'humain et les animaux, la férocité des animaux. Et donc, par le clair-obscur, on arrive à en tirer parti, en fait. Parce que et sans clair-obscur, tout est mou. Oui. On arrive à simplifier, parce que c'est dans l'ombre, on peut complètement simplifier. Tout à fait. Et il y a aussi des peintres espagnols comme Velázquez ou Zurbarán qui ont sublimé un petit peu les natures mortes en leur donnant une portée un peu symbolique avec le clair-obscur. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est de la même période, hein, Zurbarán et Velázquez. Caravage, un peu, oui, c'est un peu après, oui. Ce qui est bien chez Velázquez, c'est que sa palette, elle est clair-obscure, mais il y a une certaine fluidité, une onctuosité dans la touche qui fait que c'est moins violent que Zurbarán, en fait. Il y a quelque chose d'onctué, d'un flou qui se promène plus ou moins partout chez Velázquez. C'est ce qui fait ce côté poétique et cette onctuosité de la pâte, cette matière qui est vraiment qui touche au cœur du spectateur. Et puis la lumière, elle est souvent soit sombre, mais évidemment, soit une lumière verdâtre, des tonalités avec des rouges, il plaçait des rouges à côté du sombre. Il y a pareil une inventivité, et puis la couleur chair, elle est très recherchée chez Velázquez, parce qu'il mettait beaucoup de teintes plus ou moins bleutées dans la couleur chair, des roses, etc. Chaque artiste a pris parti de ça, en fait, comme c'est la base de la peinture. Hein. C'est ce qui fait qu'il y ait une richesse harmonieuse pour le spectateur. Alors, je vous propose de faire une pause musicale. On va retrouver Haydn, qu'on avait écouté dans la première émission, consacrée au clair-obscur. Et vous m'aviez proposé, quand on s'est contacté, les 7 dernières paroles du Christ en quatuor à cordes. Alors, ce choix, peut-être En fait, comme Haydn était le parrain du quatuor à cordes, oui. Et il a fait une œuvre vers la fin de sa vie, comme il a été plus ou moins son mécène la plus ou moins congédiée, mais tout en gardant son salaire, etc. Donc il lui a laissé partie parce que le dernier mécène qu'il a, les Esterházy, je crois que c'était Nicolas, je pense, il n'était pas très mélomane en fait, et moins mélomane que son frère. Et donc il pouvait créer à sa guise des œuvres libres. Donc
On sait très bien que Haydn adorait il a été jaloux de son frère parce qu'il était Kapellmeister. Son frère Michael Haydn était spécialiste dans la musique religieuse. Oui. Donc, il a toujours aimé faire de la musique religieuse. Haydn était pieux, donc il allait à l'église et il savourait ses compositions, les oratorios. Il en a fait des très très belles, dont les 7 paroles du Christ, qui est pour moi un fondamental dans la nouveauté et dans la créativité artistique, Oui. parce qu'il y avait plusieurs mouvements dans ces quatuors. Alors que c'était d'abord une œuvre orchestrale. Oui, oui, Il en c'est a fait ça. un Oui, il en quatuor, je fait un pense. quatuor après, oui. Et après, il en a fait un En oratorio avec oui, des absolument, oui. chœurs, Oui, oui, tout à qui est fait. fantastique. Alors certains, après, ils l'ont rejoué au piano. Oui, il y a eu une Enfin, réduction à bord il y a beaucoup de piano, choses. c'est Hein. C'est ça. Oui, une oui, œuvre oui. majeure dans sa qualité, ses phrases musicaux à Haydn. Ben, on va écouter 2 extraits des 7 dernières paroles du Christ, l'introduction, et puis ben, la sonate numéro 1, le Largo.
3 dièse à la clé sur RCF Liège. Je suis en compagnie de David Daoud pour parler en mots et en musique du clair-obscur. Nous avons entendu les 7 dernières paroles du Christ, l'introduction et la première sonate Largo interprétée par le quatuor Mosaïque. Alors, on parle du clair-obscur, mais comment est-ce que ça se passe, le clair-obscur à l'époque moderne, dans la peinture? Dans la peinture moderne, le clair-obscur, il a toujours été présent. Parce que c'est ce qui fait, en fait, c'est ces rapports d'ombre et lumière et des contrastes de couleurs. Donc, en fait, on n'est plus dans le sujet, la peinture moderne, quoi. Dans les années de l'abstraction totale, comme beaucoup d'artistes abstraits de l'époque, ont adopté le clair-obscur dans une autre forme, dans une certaine harmonie du trait, des aplats de couleurs sombres vers le clair. Donc le sombre, il est une couleur, peut avoir de la couleur. La couleur sombre, elle n'est pas obligée qu'elle soit noire, le sombre, mais elle peut être une couleur avec une valeur sombre. C'est ça, oui. Donc donc en fait, ces artistes modernes dans l'abstraction moderne, après Picasso. Picasso était le roi de clair-obscur dans la peinture moderne. Il y avait des rapports, c'est les rapports de couleurs, les rapports de dégradés, les formes, les rapports de surface, des plans, de la géométrie. Et tout ça, c'est une forme de clair-obscur. Parce que le clair-obscur, il n'y a pas que l'image du clair-obscur à l'époque quand on faisait la figuration, en fait. Oui. Il y avait aussi la forme par elle-même, c'est que ça a permis à donner naissance à l'abstraction totale, c'est-à-dire que c'est devenu une tache. Cette tache qui est sur le visage, elle a été transposée dans une peinture abstraite pour un artiste abstrait. Cette tache, elle est devenue une tache dans une surface. À partir de là, on lui a fait ses rapports. D'accord, oui. Jusqu'à la lumière. C'est comme un visage. On enlève l'image du visage, on regarde les taches, les ombres, les intermédiaires, les deux tons de la lumière. C'est très scientifique, en fait, quand un peintre, il raconte pas que ses sensations sur une toile ou une copie d'une image. Il y a d'abord une géométrie et une méthodologie de création. Oui. La science de l'ouvrage, en fait. On dit ça comme ça. Donc, ces peintres, quand ils ont évolué, parce qu'on est dans l'histoire de l'art, on arrive à fin 1800, début 1900, donc les peintres abstraits émergent, 1920, etc. Donc, ils ont utilisé la même méthodologie des grands peintres, sauf qu'au lieu de mettre une image, ils ont pris la tache dans un paysage, par exemple. On rentre dans l'abstraction. On n'est plus dans l'image de l'arrière-plan d'un paysage avec les fenêtres. On prend une tache et la deuxième tache qui est au second plan, c'est une autre tache. Et le premier plan, etc. Donc en fait, on est dans des dégradés, dans l'abstraction. On est dans des rapports de forme. Les rapports de forme qui ont été pris par le clair-obscur, en fait. Oui. On n'est plus dans le symbole du clair-obscur, dans l'universalité de la forme sur une narration, sur quelque chose de figuratif. On décompose l'image, mais on prend les rapports de l'harmonie. C'est toujours le même rapport de l'harmonie, que ce soit dans l'abstraction que dans la figuration, en fait, de la peinture. Les règles sont les mêmes. Les règles sont les mêmes. Même si on voit, par exemple, après, on est en train de décomposer complètement jusqu'à la tache totale dans une surface, en fait. Mais c'est toujours pareil. Une tache, c'est un clair-obscur sur une surface. Ce rapport de la peinture, c'est le clair-obscur. Il n'y a pas d'art, il n'y a pas de peinture sans clair-obscur. Depuis qu'il y ait la clair-obscur, et c'est lié en fait, c'est lié. Donc c'est pour ça que ça c'est important de savoir que c'est des clés que je dis, parce qu'en fait pour un spectateur qui est plutôt néophyte dans la matière de l'art,
Oui. Le clair-obscur, c'est vraiment primordial. C'est les clés pour rentrer dans l'art, dans l'harmonie jusqu'au moderne, du passé jusqu'au moderne, en fait. Oui. Et nous, par exemple, moi, dans mon style, et le clair-obscur est présent, même Oui. si je suis contemporain de mon époque, etc. Mais j'utilise toujours le clair-obscur, c'est ce qui va faire l'harmonie, en fait. Le volume, etc. Mais c'est dit d'une autre manière. Mhm. J'ai des œuvres graphiques ou dans le dessin, le clair-obscur est présent. On peut dire, on peut faire ce qu'on veut. On peut décomposer, rajouter, parce qu'il y a eu le passage de l'abstraction qui est arrivé. Oui. Et maintenant, dans la peinture, on a une totale liberté, parce qu'en fait, on a eu plein de siècles différents, etc. La peinture, elle a évolué. Mais c'est toujours la même histoire. Et même beaucoup plus tard, le clair-obscur est toujours présent. Tant qu'il y a peinture, il y a clair-obscur. Il y a clair-obscur, oui, oui. Est-ce que les derniers sujets que vous avez peints, enfin j'en ai vu quelques-uns, c'est beaucoup d'images de la nature. Elle vous inspire beaucoup, la nature? Tout à fait. La nature m'inspire, je l'emmagasine dans mes émotions pour la restituer avec des couleurs qui me tiennent à cœur. Moi, je suis un peintre de l'expressivité, en fait. Oui. Je suis plutôt un enfant de la lignée de Caravage, de Géricault, de Lacroix, etc. Donc, je suis un peintre du clair-obscur. Et je l'affirme, en fait. Hein. Ouais. C'est ce qui fait, c'est ce qui me touche, en fait, le plus. Et je le vois dans la nature et je la restitue par une certaine harmonie. Et c'est ce qui fait, en fait, le style. Sans cette géométrie du clair-obscur, cette séance du clair-obscur, les artistes trouvent leur style, en fait. Parce que c'est beaucoup plus riche. Il y a quelque chose à faire, en fait, dedans, en fait. Hein. Et donc, du coup, beaucoup d'artistes l'adoptent pour pouvoir créer, pour qu'ils arrivent à raconter leur style et avoir de l'inspiration, en fait. Parce que c'est le code pour pouvoir déchiffrer la nature. Oui. Comme le clair-obscur est dans la nature, et on arrive à la restituer, parce qu'en fait, on a des codes pour restituer sur une œuvre, une surface, du champ visuel qu'on a. Parce qu'en fait, quand on est de la figuration, chaque toile, c'est un champ visuel. Oui. Si on est lié à la nature, c'est que l'humain, il y a l'humain et les paysages. Donc c'est un champ visuel d'une vue. Et dans cette vue, on voit le clair-obscur sur on trouve une narration, en fait. Soit la narration, c'est quoi? C'est une lumière, c'est toujours la lumière qui dessine le sombre. Oui. Et dans le sombre, on peut simplifier, et c'est la lumière, on raconte une histoire de la lumière sur le sombre. Donc c'est l'histoire de la lumière sur une narration dans une surface. Depuis la nuit du temps jusqu'à l'abstraction, c'est comme ça, toujours comme ça. Vous avez peint dernièrement beaucoup de petits formats. Est-ce que c'est plus difficile, plus facile que des grands? Vous avez fait aussi des très grands formats, hein, mais dernièrement, c'était plutôt des petits. C'est un choix, c'est un choix. C'est pour voir, pour essayer de restituer, de faire du grand dans le petit. C'est-à-dire que d'essayer de rendre toujours le clair-obscur dans mes œuvres comme une œuvre un peu plus majeure, en fait. Et de chercher une harmonie particulière, etc. Donc, c'est toujours plaisant, en fait. Et puis, quand on compose sur des petits, on s'ouvre à autre chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'essaye de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire, parce que je suis un peintre des grands formats, en fait. Oui. Et ça enrichit énormément, parce qu'en fait, il y a une nouvelle harmonie. On cherche à composer dans une toute petite surface des choses de la vie, une expressivité, voilà, pour rendre un peu un moment d'intemporalité dans C'est un défi, peut-être, le petit format? C'est un défi. Vous savez, ça me prend autant de temps de faire un petit qu'un grand. Ah oui, même si c'est tout petit, mais le but, c'est qu'il y ait quelque chose à manger pour le spectateur, en fait. Et que ça soit intemporel. C'est ça. Je vous propose de poursuivre
notre parcours musical. On va retrouver Haydn avec une des symphonies londoniennes, la symphonie 95 en do mineur. Peut-être quelques mots, si vous avez quelques mots sur les symphonies londoniennes. C'était la période où Haydn était à Londres, donc il est resté quelques années pour composer à la fin de sa vie. Donc en fait, il a toujours été, il a toujours voulu voyager soit en Italie, soit à Londres. Et il a réussi à voyager parce qu'il avait plus du tout de contraintes en fait à la fin, et ça lui a permis d'ouvrir autre chose, de trouver quelque chose d'autre, une nouveauté. Voilà. Ben, on va écouter le premier mouvement de cette symphonie 95, premier mouvement Allegro, interprété par le New Philharmonia Orchestra sous la direction d'Otto Klemperer.
3 dièses à la clé sur RCF Liège. Vous écoutez 3 dièses à la clé. Nous venons d'entendre un extrait de la symphonie 95 de Haydn. Le New Philharmonia Orchestra était dirigé par Otto Klemperer. C'était le premier mouvement Allegro. Nous sommes toujours en compagnie de David Daoud, peintre, sculpteur, dessinateur et grand amateur de musique qui est avec nous et qui nous parle du clair-obscur. Alors, en discutant avec vous, là, quel est le rôle des couleurs dans le clair-obscur ? Alors, c'est une très bonne question dans la peinture moderne. C'est-à-dire que d'abord, le clair-obscur à l'époque, c'était des dominantes du tableau. C'était soit un tableau et couleur chaude, soit une couleur froide, oui, ou une couleur neutre. Donc, quand ces peintres comme Goya, qui a fait le sombre, donc il avait une lumière, ses toiles étaient chaudes. Même dans le noir, c'était chaud. Donc, il y avait un rapport. Les rapports des couleurs étaient chaudes. Donc, il a fait une série de couleurs noires, sombres, assez torturées de Goya de l'époque, assez ténébreux d'ailleurs, comme vous dites. Oui. Et nous, on arrive dans la peinture moderne. C'est très simple. Hein. Quand on parle de peinture moderne, le père de la peinture moderne, c'est Monet. Oui. Donc Monet, il y a eu le clair-obscur est toujours présent. Oui, mais il a joué sur des couleurs, donc la couleur sombre, elle est devenue une couleur par elle-même. Donc c'est-à-dire que le sombre, il était soit un orangé. D'abord, il cherchait les couleurs dominantes du tableau. C'est que ça, c'est un effet du matin, l'effet du midi et l'effet du soir. Donc l'effet du soir, c'est soit une couleur de fin de journée, couleur chaude, soleil couchant. Oui. Vous voyez. Donc là, le clair-obscur, il est lié aux couleurs sombres, rouge, orangé, etc. Vous voyez, il y a une vue comme ça avec le soleil levant ou soleil couchant. Donc chez lui, il a une particularité chez Monet, tous ces impressionnistes qui sont venus après les pères de la peinture moderne de ce siècle, c'est qu'ils pensaient clair-obscur, mais couleur, et dominante de couleur. Oui. L'effet du couleur, comme Monet, couleur chaude, et l'effet du matin, par exemple, dans un paysage du matin, c'est toutes ces gammes de bleu. Donc, le relief, il est dit comment ? Donc, la lumière, elle est peut-être un jaune assez froid, un intermédiaire froid. On est dans des gammes de bleuté, des différents bleus, des turquoises. C'est toutes les gammes de bleu. Il les fait jaillir, Claude Monet, en fait, pour donner une harmonie de couleurs. Évidemment, par sa touche, par sa force, par sa manière de composer ces tableaux avec une simplicité, il arrive à donner des effets incroyables. Voilà. Et la couleur, elle est primordiale dans le clair-obscur, dans la peinture moderne. Oui. Et dans votre œuvre, comment intégrez-vous les couleurs ? Comment les choisissez-vous ? Moi, c'est toujours le même principe des dominantes. Ouais. Donc, le clair-obscur, c'est la science, la géométrie d'une composition qui est essentielle à mes yeux. Et dans les couleurs, donc, j'essaye de travailler sous forme de dominante. Donc, et puis moi, je broie les couleurs. Donc, je prends des couleurs en pigments. Je les cherche. Et vous les fabriquez, les couleurs ? Je les fabrique, oui. Je n'achète pas des tubes, en fait, de couleurs. D'accord. Je les fabrique pour avoir plus de richesse. Et j'aime bien ressentir
la couleur. Alors, je travaille à la lumière du jour pour voir les couleurs. Je travaille jamais à la lumière électrique. Puis, je travaille jamais le soir. Donc, je crée en journée pour voir les couleurs. C'est là que la concentration, elle est vraiment bien importante. Le soir, on est toujours un peu plus fatigué parce que la peinture, ça exige énormément d'avoir un aplomb, d'être pas fatigué, d'avoir une force physique, en fait. Parce qu'il y a une concentration, il y a aussi une force physique. Bien sûr. Et donc, il faut chercher le bon moment de la journée qui fait qu'on arrive à créer nos œuvres. Et donc, j'ai un sujet de tableau. J'imagine la dominante de couleur. Soit c'est une dominante chaude, donc je prends des orangés, des ocres, du blanc. Si c'est la peinture à l'huile, c'est le blanc qui est éclairci. Donc je cherche toutes les gammes des dégradés sur ma palette en écoutant de la musique. Et je commence par la couleur, comme les grands peintres, la couleur la plus sombre qui s'approche le plus possible du sujet, en fait. Je comble tous mes blancs de la surface, en fait. Il y a un dessin préalable sur la toile ? De mon côté, le dessin, je travaille directement sans dessin. D'accord. Parce que c'est le temps de dessiner, on peut le faire au pinceau. Moi, par rapport à ma technique, on est dans la masse, en fait. Comme le clair-obscur, je visualise la forme, en fait. Donc, je n'ai plus besoin de dessiner, puisqu'on peut le dessiner au pinceau, en fait. En fait, il n'y a plus dans le dessin, on est dans les masses, c'est des teintes, c'est des taches, c'est des rapports de taches, et on fabrique la narration comme on sculpte, comme une pâte à une terre. On essaie de chercher la forme tout de suite, comme ça. C'est ça, oui. Et on est comme les œuvres de Michel-Ange, les détails sont dits par la lumière, ça dépend où la sculpture elle est placée. Donc, en général, je travaille d'abord les dominantes, l'effet du tableau, si c'est un effet chaud ou froid, et j'essaie de sculpter une narration par la lumière et l'ombre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un peu l'image donc si c'est un effet chaud ou froid, ou bleuté, ou orangé, ou jaune. Et j'aime particulièrement la couleur chaude, moi, les orangés, les camailleux, les bruns, parce que j'arrive à trouver j'arrive à mettre de la lumière orangée dans mes tableaux, et je fais ces gammes. C'est que si la lumière elle est orangée, tout le rapport du clair-obscur il est chaud. Voyez. Et on a cette technique, donc à force on est sans cesse régénéré par des inspirations. En fait, c'est des variations. On crée un tableau, on en fait un autre dans la même lignée. Et on évolue. En général, on cherche le meilleur tableau pour l'exposer. Donc, je fais toujours des variations, moi, quand je commence à faire un tableau. Ça enchaîne, en fait. C'est comme plusieurs tableaux sur le même thème. Sur le même thème, et je prends le meilleur, plus ou moins. J'essaie de faire des variations pour chercher la meilleure harmonie, la meilleure technique, ce côté plastique, art plastique, vous voyez, ce côté onctueux de la pâte. Pour moi, c'est très important qu'il y ait vraiment, comme une assiette d'un cuisinier, grand chef, qu'il y ait à manger par le décor de l'assiette, les saveurs des goûts, le croustillant, de jouer sur des effets, des odeurs, etc. Donc je travaille dans mon art comme ça, dans ce style-là, en fait. Qu'il y ait des effets, en fait. Qu'il y ait une force dans tous les sens de nos sens. Et la toile qui est terminée, celle que vous avez choisie, qui est la plus aboutie, qu'est-ce que vous faites des autres? Vous repeignez dessus ou non? Je repeins dessus. Ah oui. Je repeins dessus, évidemment. Mais en général, je fais des variations, 2-3 toiles du même. Du même. Donc, ça me permet de me libérer. Je me dis, voilà, maintenant, je passe à autre chose. Ah oui, se libérer du sujet. J'ai exploité le sujet. Voilà, quand j'ai un sujet, je l'exploite. Au maximum, quelque part. Oui. Moi, j'aime beaucoup peindre les chevaux. Oui. Des cavaliers ou des... En ce moment, je travaille sur des personnages à cheval, des cavaliers, etc., qui sont en départ, dans l'exil. Mon style, vous savez bien que c'est toujours le temps qui passe, l'exil, la mélancolie. Donc, ça reflète un peu mon cap artistique, en fait. Et j'essaye de rendre des choses comme ça, un peu dans ce genre.
et grâce au clair-obscur et aux dominantes des couleurs que j'aborde en fait. C'est ce qui fait en sorte que c'est jamais le même tableau parce que on arrive par la science qu'on a acquise avec le temps et l'expérience, on arrive à pas rendre toujours le même tableau. La difficulté pour un artiste, c'est de ne pas être inspiré. Tout à fait, oui. Donc, il faut avoir de la méthodologie pour pouvoir toujours chercher. C'est une quête, c'est une bataille de se régénérer sans cesse. C'est comme quand on parle de Haydn. Son souci, c'est d'émouvoir. Oui. Donc, dans sa personnalité, c'était quelqu'un de très agréable, très gentil. Il est soucieux des autres. Il a toujours été comme ça. Même s'il a vécu avec une femme, il n'était pas du tout amoureux d'elle pendant des années. Ça, Mais c'était son souci. Donc, ça reflétait son... Donc, il veut que chaque symphonie qu'il crée... Pourtant, il en a fait des œuvres. Mais chaque œuvre, elle est considérée comme une... Elle est pas liée aux autres, en fait. Il y a une liaison dans le cap qu'il prend, mais chaque œuvre, pour lui, il a le souci de plaire, de rendre une émotion, une expressivité. C'est ça. Donc, il veut que ça touche par l'harmonie les gens. Et c'est pareil, mon souci, c'est dans le même registre, en fait. Je veux que ça touche le monde, en fait. Je veux que ça plaise. Après, on aime ou on n'aime pas, mais je veux qu'il y ait cette harmonie, en fait, que j'ai acquise, que j'ai appris. Voilà. J'ai lu en préparant cette émission qu'un critique disait de vous que vous êtes un artiste qui fait vibrer les ténèbres, et j'ajouterais aussi la lumière. Il n'y a pas de ténèbres sans lumière. Voilà. C'est une belle phrase de conclusion. C'est vrai. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous, David Daoud. On va terminer en musique avec deux compositeurs, Lalo Schifrin et un extrait de la bande originale de Joe Kidd, du film de Joe Kidd, et Michel Legrand avec un extrait de la bande originale du Messager. Alors merci beaucoup encore David Daoud, et puis vous savez que vous êtes toujours le bienvenu dans cette émission. Merci à vous. C'était vraiment, ça m'a fait plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. À bientôt. À bientôt.